Antenne 2, 20h, le journal de la rédaction, Henri Sagnier. Bonsoir, pas de 49.3 pour la régie Renault. Le projet de statut de la régie sera étudié en janvier au cours d'une session extraordinaire du Parlement. La décision de Jacques Chirac provoque quelques grincements au sein de la majorité. Nous allons y revenir. Être mère est un métier, ainsi le veut Jacques Chirac qui annonce de nouvelles mesures en faveur des familles. Les prestations familiales doivent augmenter dès le 1er janvier. Scandale au comité d'éducation pour la santé. L'ancien délégué général Bernard Serroux mis en cause pour un trou financier de 7 millions de francs. Michel Barzac saisit la justice. Gary Hart tourne résolument le dos à ses démêlés sentimentaux. Il revient dans la course à la Maison-Blanche. Un retour surprise annoncé tout à l'heure par l'ex-sénateur démocrate. Coup de chapeau sportif de l'année. Gilles Kenervé, la flèche française du 200 mètres. Ben Johnson, le sprinter le plus rapide de tous les temps. Et Stefa Kostadinova, la femme la plus haute du monde. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton, les otages français au Liban, n'ont toujours pas été libérés. Le Premier ministre Jacques Chirac a donc tranché. Le projet de statut de la régie Renault ne viendra à l'Assemblée qu'au mois de janvier 88 au cours d'une session extraordinaire. Décision sans appel qui suscite quelques réactions au sein de la majorité. Certains auraient visiblement préféré que le Premier ministre ait recours à l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer le projet Renault. En première ligne, Alain Madelin, le ministre de l'Industrie. Querelle autour d'un projet avec Véronique Auget. Le plan Madelin comporte deux volets. Premier point, on efface une partie des dettes de Renault, 12 milliards. Deuxième volet, c'est le fameux projet de loi. Il transforme la régie en une société anonyme du type de Elf Aquitaine. L'État reste l'actionnaire majoritaire de Renault, mais il peut désormais, si l'entreprise dégage 2 ans de suite des bénéfices, vendre 49% du capital de Renault en bourse. Samedi, le projet de loi est discuté à l'Assemblée nationale. Il bloque sur les 3500 amendements des communistes qui veulent empêcher ce qu'ils appellent une privatisation rampante de Renault. Dimanche à l'aube, le texte est reporté à une date indéterminée. Il ne passera pas à cette session parlementaire, sauf si le gouvernement décide le vote bloqué grâce à l'article 49.3. Le ministre de l'Industrie y est favorable. 17h dimanche, branle-bas de combat chez Renault. Le PDG convoque la presse, il sait que Jacques Chirac est contre la procédure du vote bloqué. Raymond Lévy annonce que si la régie ne reçoit pas immédiatement ses 12 milliards, elle mourra. Peine perdue. Aujourd'hui, 13h, Jacques Chirac, sur le conseil d'Édouard Balladur, et malgré l'avis contraire des députés de la majorité, fait savoir que ce projet de loi sera examiné normalement lors de la session extraordinaire de janvier. Alain Madelin n'a pas été écouté, mais reste confiant. C'est vital pour Renault. Et nous ne pouvons pas accepter que le Parti communiste, contre les intérêts essentiels de l'entreprise, contre l'opinion des Français et contre la majorité parlementaire unanime sur ce projet de loi, pratique l'obstruction. Le report de la discussion du projet Renault suscite, vous vous en doutez, quelques réactions dans les couloirs du Palais Bourmont, de l'agacement à la satisfaction en passant par le mutisme et l'interrogation. Voici les toutes premières réactions au micro de Daniel Brem. C'est une décision que je regrette, parce que de deux choses l'une, ou ce projet est important pour la régie Renault, ce que je crois, et dans ce cas-là il faut aller jusqu'au bout, ou ce projet n'est pas important et ça n'était pas la peine de donner au Parti communiste l'impression qu'on reculait devant lui. Même en recourant à cette procédure du 49.3, il n'était pas sûr du tout que le gouvernement puisse arriver, compte tenu de la nécessité de passer par le Sénat et de revenir à l'Assemblée nationale, puisse réussir à faire passer le projet relatif à Renault. Le gouvernement a inscrit le projet de privatisation de Renault, puis il l'a retiré de l'ordre du jour. Le gouvernement est divisé. M. Madelin demandait que le gouvernement brusque l'Assemblée. Le Premier ministre semble y avoir renoncé. Pour ce qui nous concerne, à partir du moment où le gouvernement recule sur le projet Renault, c'est une bonne chose. Le gouvernement voulait mettre le troisième alinéa de l'article 49, il ne le fait pas. Je pense que c'est déjà un premier résultat obtenu par la bataille des travailleurs de la régie et par celle que les députés communistes ont engagée. Par conséquent, je crois que c'est bien.
Cavalier seul de René Monory ce matin à l'occasion de la présentation du plan d'éducation. Monsieur Monory était seul, sans ses deux secrétaires d'État RPR. Le ministre a fait remarquer que son plan était celui de l'éducation et pas encore celui du gouvernement. Nuance importante. Le plan Monory s'étale sur 5 à 7 ans. Il vise essentiellement à revaloriser la fonction des enseignants. Coût de l'opération, 28 milliards de francs. Estelle Gouzi. La grande priorité du plan Monory, enrayer la crise du recrutement des professeurs. Pour mener les 3/4 des jeunes au bac en l'an 2000, la France a besoin d'enseignants, de nombreux enseignants. 300 000 d'ici la fin du siècle, soit 13 000 de plus par an. Avec seulement 3 000 postes pourvus cette année, on est loin du compte. Les jeunes diplômés préfèrent se tourner vers d'autres carrières mieux rémunérées. Pour susciter des vocations et attirer les candidats, René Monory propose un plan d'action sur 5 ans. Des bourses destinées aux étudiants qui choisissent l'enseignement et surtout une revalorisation des salaires. 10% de plus pour un instituteur débutant, 10 à 15% pour un professeur. Le coût de ces mesures a été évalué approximativement à 25 milliards sur les 5 ans à venir. À la Fédération de l'éducation nationale, qui regroupe la majorité des syndicats enseignants, on défend bien sûr toute idée de revalorisation du métier, mais on reproche, entre autres, au ministre son manque de concertation. Nous considérons que ce que propose M. Monory, c'est une opération technique dans un cadre politicien. Voilà ce que nous considérons. Et nous considérons que c'est mal agir par rapport à une question, encore une fois, qui doit mobiliser l'ensemble du pays et qui devrait véritablement passionner ce pays. Jacques Chirac devant la conférence annuelle de la famille. C'était tout à l'heure à Paris. Le Premier ministre a annoncé une série de mesures en faveur des femmes au foyer. Des cadeaux de Nouvel An pour les familles, a dit Jacques Chirac, avec en prime une ébauche de statut. Maryse Manot. Au 1er janvier 88, les allocations familiales vont augmenter de 2,66%. Pour la moitié, il s'agit d'un rattrapage pour 87, les allocations familiales n'ayant augmenté que de 1% au 1er juillet dernier. La hausse au titre de 88 n'est que de 1,42%. Toujours au 1er janvier, création des contrats enfance entre les allocations familiales et les municipalités. 800 millions de francs seront utilisés sur 5 ans pour augmenter les places de garde d'enfants. Il y a aujourd'hui 250 000 places pour 4 millions d'enfants concernés. Pour les mères de familles nombreuses de plus de 45 ans, l'accès à la sécurité sociale devient un droit permanent et gratuit. Assurées sociales à part entière, leur couverture ne dépendra plus de leur mari. Quant à la pension des veuves de plus de 55 ans, elle augmentera de 400 francs par mois par enfant à charge jusqu'à l'âge de la retraite. Enfin, le congé maternité sera désormais pris en compte dans le calcul de l'ancienneté professionnelle. L'ensemble de ces mesures est diversement accueilli par les associations familiales qui attendaient un véritable salaire pour les parents qui élèvent leurs enfants. Il s'agit de petites mesures, ni très importantes, toujours bonnes à prendre, mais nous regrettons beaucoup qu'il n'ait pas été fait droit à notre revendication qui est de la reconnaissance de la fonction parentale. Pour l'UNAF, la nécessité d'un véritable statut parental incluant des droits propres, notamment en matière de retraite, reste une nécessité, un véritable statut parental qui soit cohérent, complet, et qui puisse assurer aux parents la reconnaissance effective de leur responsabilité d'entretien et d'éducation des enfants. Du rififi à la santé, le dossier budgétaire du CFES, traduisé Comité français d'éducation pour la santé, vient d'être transmis à la justice par Michel Barzac, le ministre de tutelle. Explication, il y aurait dans le budget un trou de 7 à 8 millions de francs. Au cœur de l'affaire, un homme de 49 ans, Bernard Serroux. C'est lui qui était à la tête du CFES jusqu'au 10 novembre dernier. Enquête d'Alain Labouze. Au cœur de cette nouvelle affaire, cet homme, le docteur Bernard Serroux. Membre du comité central du RPR et candidat de longue date à la mairie de Montpellier, il dirigeait le comité français d'éducation pour la santé, le CFES, organisme placé sous la tutelle du ministre de la Santé, Michel Barzac. Michel Barzac qui lui avait confié elle-même ce poste avant de le démettre de ses fonctions le 10 novembre dernier. La raison de ce limonage, on la trouve dans ce rapport, publié aujourd'hui de l'Inspection générale des affaires sociales. Importantes irrégularités dans la comptabilité, faux justificatifs, voire fausses factures, dépenses privées somptueuses
mortuaire avec tentative de dissimulation. Les charges retenues à l'encontre de Bernard Serroux sont lourdes, comme serait lourd également le trou financier constaté début novembre au CFES, entre 7 et 8 millions de francs, alors que le budget 87, destiné aux campagnes anti-sida, anti-tabac ou anti-alcool, s'élève à 32 millions de francs. Est-ce que pour vous, on peut parler de scandale ou pas du tout? Je crois que le mot scandale serait un bien grand mot. Vous avez reçu des consignes de Mme Barzac? Non, on m'a demandé de faire le point, on m'a demandé de faire la transparence et on m'a demandé de faire la clarté sur la situation au CFES. Pour l'heure, Bernard Serroux continue de plaider innocent. Il affirme avoir toujours entretenu des liens étroits avec le ministre de la Santé et son cabinet, ce qui n'a pas empêché Michel Barzac de se dessaisir du dossier pour le confier à la justice. Léger déficit du commerce extérieur au mois de novembre. Le chiffre qui vient d'être publié fait état d'un déficit de 0,7 milliards de francs. Depuis le début de l'année, le déficit atteint 31,9 milliards de francs. À Paris, le président du CNPF, François Périgaud, souhaite la poursuite de la politique de redressement économique menée par le gouvernement Chirac. Monsieur Périgaud ajoute « Il est indispensable de soutenir l'investissement des entreprises ». Le patron du CNPF a refusé une nouvelle fois de prendre position dans la perspective de l'élection présidentielle de 88, mais il a relevé, je cite, « certains retards majeurs tenant aux erreurs du passé ». C'était cet après-midi à Paris, au cours de l'Assemblée générale du CNPF. 8 jours après l'accord de Washington, Paris et Londres parlent de coopération militaire européenne. André Giraud et son homologue britannique ont évoqué la construction d'un missile nucléaire qui pourrait équiper les avions de combat. Les deux ministres sont formels. Il ne s'agit pas de contrebalancer la disparition des INF, les missiles à moyenne portée. Philippe Arroir. Les avions britanniques Tornado comme celui-ci transportent des bombes atomiques trop vieilles. Il faut les remplacer, Londres comme Paris voulant moderniser leurs propres forces nucléaires. La Grande-Bretagne et la France ont donc décidé de poursuivre en commun des recherches pour mettre au point un nouveau missile, comme l'ont confirmé à Londres les deux ministres de la Défense, messieurs Giraud et Younger. La France a l'avantage d'avoir déjà déployé des missiles air-sol moyenne portée qui équipent les Mirage 4 et maintenant les Mirage 2000. On peut penser à une famille de missiles. On peut faire des progrès sur les portées, sur la précision, sur la discrétion, etc. Et on a donc là trouvé un domaine dans lequel les deux pays pourraient coopérer utilement. Pour sa part, M. Younger a insisté pour dire que ce genre d'armement ne contrevient pas à l'accord signé entre Moscou et Washington, qui ne concerne pas les forces tierces. Ce n'est pas avant la fin du siècle que le missile franco-britannique devrait voir le jour. Mais le fait que Paris et Londres agissent en commun dans la recherche nucléaire est en soi une première, saluée en première page dans les journaux. L'Iran. Il y a quelque temps, souvenez-vous, nos confrères de l'événement du jeudi et du matin de Paris annonçaient à la une qu'une société d'État, la SNPE, vendait de la poudre et surtout des explosifs à l'Iran. Plusieurs milliers de tonnes d'explosifs auraient ainsi été livrées à Téhéran entre 82 et 85. Aujourd'hui, la sanction est tombée. Le ministre de la Défense a demandé au président de la SNPE de démissionner. Explication d'Hervé Brusini. Journal officiel daté d'aujourd'hui. 2 lignes laconiques. Par décret, il est mis fin au mandat de Guy Jean Bernardi de la SNPE. Le PDG de la Société nationale des poudres et explosifs a été démissionné en réalité depuis jeudi dernier par le ministre de la Défense, André Giraud. Voilà qui officialise les soupçons qui pesaient sur la SNPE. Fin 84, début 85, dans ses usines de Sorgues et de Bergerac, elle aurait fabriqué et exporté 800 tonnes de poudre, 250 tonnes d'explosifs à destination de l'Iran. Nous avons constaté une augmentation importante des fabrications de poudre dans les usines qui se sont traduites par l'aggravation des conditions de travail des personnels. Nous avons posé à l'époque, dans les années 82, 83, 84, 85, des questions aux plus hautes autorités, y compris au ministre de la Défense de l'époque. Nous n'avions jamais eu d'explication. Ce que nous avons constaté dans le même temps, c'est qu'il y a eu une très forte augmentation des ventes à l'exportation de la SNPE au détriment des besoins pour la défense nationale et aussi au détriment des productions civiles pour la France. Officiellement, le partenaire commercial de la SNPE est suédois, la Bofors. En fait, ce n'est qu'un relais, une société écran. Le partenaire réel a ses bureaux ici, à Malmö, toujours en Suède, son appellation Scandinavian Commodity, son patron, Karl-Erik Schmitz. Schmitz qui figure en toutes lettres dans des telex
avec la société française. Schmitz, dont la Scandinavian Commodity entretient des relations très privilégiées avec la République islamique d'Iran. À chaque fois dans ses papiers, l'on parle d'importants contrats en cours. Au ministère de la Défense, on précise que l'enquête se poursuit. Les services douaniers suédois et italiens collaborent sur cette affaire. Paul Kiles avait en son temps initié les investigations. Ce soir, 7000 employés redoutent l'avenir. Cette année déjà, la SNPE, un plan de licenciement a été mis à l'étude. En images, voici les autres faits marquants de l'actualité. Ensuite, direction les États-Unis pour évoquer le comeback de Gary Hart dans la course présidentielle. Ouverture à Rome du procès d'un terroriste palestinien qui avait participé au massacre de l'aéroport de Fiumicino il y a 2 ans, le 27 décembre 1985. 4 hommes ouvrent le feu devant le comptoir israélien de l'aéroport romain, tuant 13 personnes. 3 d'entre eux étaient abattus par la police. Le commando appartenait au groupe d'Abu Nidal qui sera lui-même jugé par défaut. La Corée du Sud élit son président demain face à Roh Tae-woo, le dauphin du régime actuel. L'opposition se présente divisée devant quelques 26 millions d'électeurs. Les deux Kim Jong-sam et Kim Dae-jung, s'étant livrés ces dernières semaines un combat sans merci. Au-delà du résultat d'un scrutin s'annonçant serré, l'inconnu réside dans les éventuelles réactions des perdants dans un pays qui connaît la violence depuis de nombreux mois. Le Premier ministre de Nouvelle-Zélande n'est pas convaincu par le rapport remis par un médecin de son pays sur l'état de santé du commandant Mafar. La vie de l'agent secret français n'était pas en danger et son transfert de l'atoll d'Ao n'était pas nécessaire, proteste M. Langui. Alain Mafar est en traitement dans un hôpital militaire parisien depuis hier. Accord bancal au sein des pays de l'OPEP réunis à Vienne. À l'exception de l'Irak, ils décident de reconduire les mesures de limitation de la production à 15 millions de barils par jour. Le prix officiel du brut reste également fixé à 18 $ le baril. Aux États-Unis, une information étonnante qui se confirme d'heure en heure. Gary Hart repart dans la course à la Maison-Blanche. Je vous rappelle que Gary Hart s'était retiré de la compétition il y a 7 mois à la suite d'un scandale touchant sa vie privée. Monsieur Hart a confirmé cette déclaration. Il est ancien sénateur démocrate du Colorado. Cet après-midi à Concord dans le New Hampshire. À Paris et Moscou, mobilisation en faveur de notre confrère Alain Guyot, qui est incarcéré en Afghanistan depuis le 12 septembre dernier. Demain, une manifestation se déroulera place de la République à Paris. Plus étonnant, à Moscou, 50 journalistes soviétiques appellent à la libération d'Alain Guyot. Pour eux, son arrestation est une nouvelle preuve de l'absence de liberté d'expression et d'information dans les pays communistes. Force est de constater qu'il est de plus en plus difficile de glaner des informations en Afghanistan. Guyot et un confrère italien sont emprisonnés. Une enquête réalisée par un chercheur suisse fait état d'1 200 000 morts depuis le début du conflit, soit 9% de la population. Dernier témoignage en date, celui du sénateur Gaulier qui tenait une conférence de presse cet après-midi. Jérôme Bonny. Alors je prends des notes en étant pas trop détaillé, on ne sait jamais si le carnet tombe aux mains de quelqu'un qui aurait intérêt à le lire, il vaut mieux que ce soit pas trop clair. Précaution élémentaire, ce carnet de voyage peut à tout moment tomber entre les mains du KGB. Clandestin, vêtu à l'afghane, le sénateur Jacques Gaulier a parcouru des centaines de kilomètres dans des montagnes parsemées de mines antipersonnelles pour connaître la réalité du conflit. Tout est fait du côté officiel et du côté de l'Union soviétique pour qu'on ne parle pas de l'Afghanistan, pour qu'on puisse continuer à massacrer ce peuple. Ça fait 8 ans que ça dure, il est important que des hommes le disent. Mais le dire, pour Kaboul, c'est un crime. Dernier journaliste arrêté par les forces soviéto-afghanes, Fausto Biloslavo, de l'agence italienne Albatros. Ici, photographié quelques jours avant sa capture par le journaliste Pierre Issot-Sergent. Je sais que Fausto est descendu vers le sud. La dernière fois que je l'ai vu, c'était dans le nord de la vallée du Panchir. Moi, je partais vers les montagnes et je me dépêchais parce que ce sont des cols à plus de 5000 mètres qu'il faut passer. Et lui partait vers le sud. Je n'ai aucune nouvelle. La seule nouvelle suivante que j'ai eue, c'est qu'il était fait prisonnier. Il est depuis 1 mois au secret dans une prison de Kaboul. Quant à notre confrère Alain Guyot sur cette image, cela fait 3 mois qu'il subit des interrogatoires. Il n'a pu voir personne, ni proche, ni diplomate français, malgré les démarches insistantes du Quai d'Orsay. Spécial Égypte ce soir à 23h30 dans le dernier journal d'Antenne 2. Aubry Edler interviendra en direct du Caire. Aubry, vous nous rappelez un petit peu le contexte de cette intervention? Oui, bonsoir Henri. Bonsoir. Écoutez,
Nous avons voulu marquer à la fois le 10e anniversaire du voyage historique qu'avait effectué le président Sadat à Jérusalem et également aujourd'hui le rapprochement progressif qui s'effectue entre les pays arabes et l'Égypte qui avait rompu leurs relations diplomatiques, vous savez, il y a 8 ans. Alors vous nous présenterez une interview exclusive du président Moubarak ce soir. Oui, en effet, le président Moubarak nous a reçus, Pierre Serra et moi, il nous a accordé une interview exclusive. Alors il réaffirme à la fois sa volonté de maintenir sa politique vis-à-vis d'Israël, les accords de Camp David resteront maintenus, et en même temps il appelle à une plus grande unité du monde arabe, notamment confronté au conflit Iran-Irak et à la puissance iranienne. Nous allons tout de suite écouter. Voilà. Tout à fait. You may ask me that does that mean that they agreed to all what we signed with the Israelis? Yes. I could tell you this is their own business. We started diplomatic relations with Jordan, and Jordan agree on the Camp David Accord. That's his business. That's what I have already mentioned several times. Yes. You want to freeze your diplomatic relation with me? No need for that. You may disagree with me on the Camp David. That's your business. As far as we are going through a comprehensive setup. Interview du président Aubry et série de reportages, je présume, dans le journal de ce soir. Oui, d'autres invités, Pierre Boutros-Ghali, qui est le ministre d'État pour les Affaires étrangères. Il est le seul ministre égyptien à avoir suivi le président Sadat à Jérusalem il y a 10 ans. Également des reportages, notamment l'un sur des touristes israéliens. Vous savez, Henri, qu'ils sont de plus en plus nombreux à franchir la frontière depuis 1980 pour visiter leurs voisins égyptiens. Et dans un genre tout à fait différent, parce que le Caire, c'est aussi la capitale culturelle du monde arabe, eh bien nous recevrons Youssef Chahine, le cinéaste, et nous aurons des reportages. On vous retrouve à 23h30. Vous êtes sur les bords du Nil, là, hein, si j'ai bien compris. Au bord du Nil, avec l'île de Zamalek derrière moi. Parfait, ça me rappelle quelque chose. Merci et à ce soir, 23h30. Bonsoir. On enchaîne avec le sport, Jean. Alors c'est l'heure des trophées, des champions de l'année, c'est ça? Apparemment les athlètes se taillent la part du lion, hein, en France comme partout. Oui, la fin de l'année approche, alors c'est l'époque des sportifs de l'année. Nos confrères de l'AFP ont élu comme sportif français de l'année Gilles Quenet-Hervé. Il arrive en tête, assez juste d'ailleurs, devant Gianni Longo pour le cyclisme et Fabien Canu pour le judo. Élection également au Canada. Et élection également en Bulgarie, où apparaissent effectivement 2 athlètes. L'athlétisme sera de toute façon le roi cette année. Il s'agit de Ben Johnson et de Kostadinova. Mais revenons sur Gilles Quenet-Hervé, notre sportif français. L'image qui restera pour la France de ces championnats du monde. Quenet-Hervé, en 20 secondes et 16 centièmes, fait sortir le sprint français d'un sommeil de 15 ans. On ose penser à ce qui se serait passé s'il avait battu Calvin Smith. Pour les Canadiens, mais sans doute aussi pour l'histoire, Ben Johnson et ses 9,83 a été élu l'athlète de l'année pour son pays. Un fabuleux record du monde du 100 mètres et Carl Lewis laissé à plus d'1 mètre. Ben Johnson, le roi incontesté du sprint mondial. Et en plus, comme cela paraît facile. Aisance également et plus encore pour la Bulgare Stefka Kostadinova. 2,09 m au saut en hauteur. Un record du monde passé presque dans l'anonymat à l'époque. Un titre d'athlète de l'année qui le sera beaucoup moins grâce à nous. Et puis en plus, elle le méritait bien. C'est dommage, on n'a pas pu voir jusqu'au bout. Ouais, sinon, ça va très haut. Hein. Ça va très haut et elle est très belle en plus. 2,09 m. Ce qui ne gâte rien. Ce qui ne gâte rien. Fait. La météo en 2 mots, Laurent, doux et humide pour les jours qui viennent. Tout à fait. Nous allons d'ailleurs porter nos regards vers l'ouest, puisque nous passons à un régime océanique maintenant. Donc les nuages arrivent par l'océan, ils traversent la France sous forme de perturbations successives. C'est ce que nous allons vivre jusqu'à lundi. Alors pour la couleur du temps, pour la journée de demain, ma foi c'est assez simple. Nous aurons un régime d'ondées sur une grande moitié nord du pays. Ah si, la photo satellite auparavant, je ne l'avais pas vue. Effectivement, la photo satellite vous montre donc ces nuages qui arrivent comme ça. Nous partîmes 300 et par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Eh bien, ils sont arrivés, ils arrivent sur la France par vagues successives. C'est pourquoi, pour la journée de demain, donc la couleur du temps, nous allons la découvrir ensemble. Eh bien, cette couleur du temps laisse apparaître donc sur une grande moitié nord de la France des nuages, des ondées, et puis sur une bonne littoral méditerranéen, voilà, sur une bonne moitié sud, nous garderons là un ciel souvent clair. Les températures sont à la hausse, c'est donc la bonne nouvelle. 5 degrés à Strasbourg, nous irons jusqu'à 13 degrés à Rennes et à Nantes, et nous partons de 12 degrés ici du côté de Lyon et de Grenoble, jusqu'à 18 degrés à Toulouse et à Mazamet dans le Tarn, et il fera 7 degrés ici, là, dans un petit village de la Marne qui s'appelle, tenez-vous bien, Saint-Rémy-en-Bouzemont, Saint-Genest et Isson. Ça existe, c'est le nom de commune le plus long de France. Qui dit mieux? 36 lettres. Voilà. Demain, eh bien, nous fêterons les Alice. Merci.
Prochain rendez-vous d'information, 23h30. Le journal sera présenté en direct du Caire par Aubry Edler. Demain, à partir de 6h45, n'oubliez surtout pas Télématin, animé par Roger Zabel. À 7h45, Jean-Pierre Chevènement sera l'invité des 4 vérités. Je vous retrouve demain, 20h. Bonne soirée sur Antenne 2 et merci de votre fidélité. Bonsoir.